Je pense que j'ai une bonne propension au bonheur, d'habitude, tu sais. Je suis quelqu'un qui décide de voir la vie du bon côté, tu sais. Je pense que ça s'est comme un peu terni, tout ça, tu sais, dans les dernières années. Puis là, je m'efforce justement à la retrouver, cette petite fille-là qui est pleine de spontanéité, puis de drive, puis qui a pas peur. Je faisais du tissu aérien dans la fin de ma carrière avec le Cirque du Soleil et tout ça, tu sais. Donc, suspendue à une cheville à 30 pieds dans les airs, sans problème, un peu daredevil, en quelque part, tu sais. Puis là, je vois mon fils faire du BMX sur la rue, puis j'ai le cœur à l'envers. Je pense que je suis devenue craintive, tu sais, oui, parce qu'on vieillit, puis oui, à cause des enfants, puis oui, à cause de toutes les responsabilités-là aussi, tu sais, je veux dire, je pense que ça me pèse lourd, toutes ces responsabilités-là, puis, mais oui, c'est ça. Puis par bridge, je la retrouve, là, la petite fille. Bienvenue au 21e épisode de La Quarantaine, une série balado de 40 conversations avec des personnes de 40 à 49 ans qui se racontent. On prend le temps de se parler pour mieux se comprendre. Mon nom est Brigitte Gemme et j'adore faire parler les autres. Ce projet, c'est ma manière de donner du sens à ce milieu de vie où on continue de grandir et où on peut encore se redéfinir. Mon invitée d'aujourd'hui a eu une adolescence hors du commun. À l'âge de 13 ans, Isabelle Chassé s'est jointe au Cirque du Soleil comme contorsionniste. Elle y est restée une quinzaine d'années jusqu'à ce qu'elle participe à la fondation du collectif de cirque Les 7 doigts de la main avec 6 amis proches. Au fil de la conversation, on passe en revue son enfance comme cadette d'une famille reconstituée pleine d'amour, ses premières années en formation puis sous le grand chapiteau et les grandes transitions de l'âge adulte. Avec générosité, Isabelle parle du défi de se découvrir soi-même quand on vit dans un milieu tricoté aussi serré et d'assumer son rôle de leader quand on a eu l'habitude de toujours être la plus jeune. Merci de partager ce moment avec nous. Bienvenue à cet épisode de La Quarantaine. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Isabelle Chassé. Bonjour Isabelle. Bonjour. Ça me fait plaisir de te rencontrer. C'est la première fois qu'on se parle et j'aimerais d'abord vérifier ton éligibilité. Quel âge as-tu? J'ai 46 ans. OK, parfait. On continue, c'est merveilleux. Alors, pour commencer, j'aimerais que tu me parles un peu de ta vie quotidienne. Qu'est-ce qui t'arrive dans une journée normale? Quel chapeau portes-tu? Dans quel environnement vis-tu? Ce genre de choses-là. Moi, en fait, ma journée commence vers 7 heures le matin. J'habite le Vieux-Longueuil. J'ai un fils qui a 8 ans, donc je me réveille avec lui. Mon mari a déjà quitté pour le travail parce qu'il travaille dans la construction. Donc, on est tous les deux seuls, petit déjeuner, faire le lunch. Des fois, c'est un peu le chaos comme dans toutes les maisonnées où il y a des lunchs puis des enfants. Et puis après ça, vers 8 heures, en fait, lui, il quitte pour l'école à pied. C'est super cool parce que son école, c'est une école de quartier, donc il va à pied. Puis moi, je le salue sur le trottoir. Puis après ça, ben, je finis mes préparatifs à moi. Puis je saute dans le métro, normalement, en hiver, pour venir au studio des 7 doigts de la main, qui est ma compagnie de cirque, en fait, un collectif de cirque que j'ai fondé il y a déjà une vingtaine d'années avec 6 autres comparses. Et puis, c'est ça, l'hiver, je prends le métro. L'été, je prends mon vélo électrique. Je traverse le pont Jacques-Cartier. C'est magnifique. C'est mes moments préférés de la journée, en fait, traverser le pont et aller au travail et revenir à la maison après. Et puis, c'est ça. Dans la journée, je fais toutes sortes de choses. Donc, je suis une des cofondatrices de la compagnie Les 7 doigts de la main. Je suis aussi une des co-directrices artistiques. Donc, mes journées sont très différentes selon les projets sur lesquels je travaille. En ce moment, en fait, on est en train de créer un spectacle qui va être diffusé dans une semaine. Donc, là, je suis comme sur mon heure de lunch en ce moment. J'assiste en fait un de mes collègues parce qu'il y avait vraiment trop de brou dans le toupette, là, fait que je suis venue lui porter main forte pour le dernier sprint là, de son projet, qui est un projet en fait ça s'appelle Live and Virtual Circus, donc c'est un spectacle hybride
entre les nouvelles technologies et donc toutes sortes de plateformes pour pouvoir voir ça en ligne et puis aussi pour pouvoir le voir live, donc dans les studios des Sept Doigts. Fait que c'est ça, c'est de la direction artistique, donc c'est aussi travailler avec les artistes de cirque, faire des chorégraphies, travailler avec les collaborateurs, les concepteurs, musique, éclairage et tout, puis gérer des équipes, des horaires, qu'est-ce qu'on fait quand et tout ça. Puis, ben, quand on n'est pas sur un projet en particulier, ben, il y a toutes sortes de, tu sais, parce qu'on est en fait aussi des actionnaires de la compagnie, donc il y a toutes sortes de meetings un peu plus administratifs, disons, à provoquer, puis c'est ça, de faire avancer la compagnie dans la vision dont on étoffe, en fait, qu'on étoffe depuis une vingtaine d'années, là. Donc c'est ça. Puis après ça, ben, retour à la maison, c'est moi qui fais le souper, souvent. Et puis après ça, ben, le devoir, le bain, puis le dodo. Puis après ça, un petit peu de travail ou un petit peu de télé, puis, ou un petit peu de lecture, puis le dodo. Puis on recommence le lendemain, n'est-ce pas? Exactement, rebelote. Est-ce que toi, tu fais encore du cirque comme performer, comme... Non, en fait, mais ça fait à peu près 5 ans là, que j'ai arrêté d'en faire moi-même activement, professionnellement. Moi, j'ai commencé ma carrière en fait à l'âge de 13 ans, donc j'ai fait beaucoup, 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 beaucoup de spectacles dans ma vie. Puis là, de plus en plus, en fait, la compagnie requiert plutôt mes services en tant que metteur en scène, que directrice artistique, que vraiment comme acrobate ou artiste sur scène. Donc, tu sais, c'est des heures et des heures et des heures d'entraînement par jour et par semaine pour maintenir un niveau qui soit professionnel acceptable, disons, tu sais, surtout à l'âge que je suis rendue, l'âge vénérable de 46 ans pour un artiste de cirque. Donc c'est ça, ça fait à peu près 5 ans que j'ai arrêté. Je pense que la pandémie a peut-être précipité un peu ça aussi, dans le sens où c'était pas forcément... Tu sais, j'ai eu mon fils, je suis retournée sur les planches, je me suis remis en forme et tout, puis... Tu sais, il y aurait peut-être eu d'autres projets, mais là, la pandémie est arrivée, puis la longue pause de 2 ans a fait en sorte que moi, j'avais pas du tout la motivation de continuer à m'entraîner, puis en fait, on avait vraiment beaucoup de feu à gérer, là, en termes de, de survie de la compagnie pendant cette phase-là. Donc, c'était vraiment pas dans mes priorités de continuer à m'entraîner. Donc, c'est peut-être ça. Ben, puis c'est pas dit non plus que peut-être dans un projet futur, il y aura une autre, une autre manière de retourner sur les planches. Je suis pas complètement fermée à l'idée, mais j'ai pas ce besoin-là en ce moment. Ça te brûle pas le ventre? Non. De te remettre sur les planches, forcément. Non, c'est ça. Puis je pense que, tu sais, le talent en ce moment, je veux dire, la relève artistique, tu sais, les jeunes sont tellement bien outillés, ils ont tellement un vocabulaire large, un spectre large de, dans leur multidisciplinarité aussi. Tu sais, les jeunes maintenant, ils dansent, ils chantent, ils jouent des instruments, ils font des figures acrobatiques incroyables. Donc, tu sais, ce serait mal utiliser les outils à ma disposition, en quelque part, de me mettre moi-même sur scène, puis de ne pas avoir toutes ces belles capacités-là avec lesquelles on peut jouer en ce moment. Est-ce que normalement, ben là, évidemment, la pandémie a tout perturbé. On y reviendra un petit peu plus tard dans la conversation, mais est-ce que normalement, tu voyages beaucoup? Parce qu'évidemment, il y a des tournées et tout ça. Est-ce que ça fait partie de ton horizon? Oui, ben absolument. J'ai voyagé beaucoup, 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 beaucoup depuis l'âge de 13 ans, donc toujours en tournée. Je passais peut-être un mois par année en cumulatif, là, disons, à la maison. Wow. Puis dans les dernières années, tu sais, j'ai passé plus de temps quand même à la maison. J'ai arrêté les grandes tournées ou les tournées vraiment back-to-back, là. Il y a déjà quelques années, mais quand même, tu sais, je veux dire, je voyageais au moins 6-7 fois par année, là, facilement, tu sais, à l'étranger. Donc, ouais. Et puis là, Est-ce que ben, c'est ça. présentement, ça te manque? Oui. En fait, j'ai revoyagé pour la première fois après la pandémie. Je suis allée à San Francisco, puis
c'était comme si soudainement j'étais sur une drogue hallucinogène ou quelque chose comme ça. Ce Tellement qui n'est les pas impossible à San paysages. Francisco, Oui, ça aussi, c'était peut-être juste des vapeurs n'est-ce pas? dans la rue. Mais non, mais c'était vraiment comme sensoriel, tu sais, c'était tellement puissant de, tu sais, de voir à quel point notre environnement a un énorme impact sur notre humeur, sur comment on se sent, tu sais, je grimpais les collines, je descendais les collines, je voyais l'architecture, les couleurs, et tout, les odeurs, et je me sentais vraiment carrément revivre, là, même si j'adore le vieux Longueuil, tu sais, de sortir de ma banlieue, ça m'a vraiment comme on dirait on, tu sais, on se rend pas compte, en fait, de ce qui nous manque jusqu'à ce que tout d'un coup, on le retrouve. Puis là, on se dit, hé, mon Dieu, que ça me manquait, ça, c'est fou. Complètement, j'ai ressenti la même chose quand je pense que j'ai peut-être pris l'avion pour la première fois depuis le début de la pandémie. C'est comme Wow! C'est pour ça qu'on aimait ça voyager. Tu sais. Je Exact, pense qu'on a exact. passé tellement de temps à la maison qui, à certains égards, était agréable aussi. Tu sais. Il y a des choses qu'on aurait découvert, mais c'est comme Wow! Wow! Euh, c'est bon de sortir de chez nous. Ouais, 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 J'aime. c'était génial. On va reculer un petit peu dans le temps. Tu as déjà donné quelques indices, mais reculons pour parler de tes origines, de tes racines. Qui es-tu? D'où viens-tu? Ben, moi, en fait, je suis issue d'un, d'un couple qui s'est refait. Donc, ma mère avait un mariage avant et mon père avait un mariage avant. Et puis là, mes parents se sont rencontrés et m'ont créé, moi. Donc, j'ai deux demi-frères et une demi-sœur, mais que j'appelle mes frères et mes sœurs parce qu'on est très proches. Donc je suis issue d'une famille reconstituée. On habitait à la campagne, à Saint-Denis-sur-Richelieu. Mes parents étaient tous les deux dans l'enseignement, donc professeurs euh, d'horticulture pour mon père, puis ma mère était conseillère en orientation de carrière vers la fin de sa carrière. Et puis, euh, et puis c'est ça, quand même très jeune, j'avais toujours envie de bouger beaucoup, assez, tu sais, un œil un peu artistique aussi. J'aimais ça faire des chorégraphies, j'aimais ça monter des spectacles avec mes amis. Et puis à un moment donné, vers l'âge de 11 ans, j'ai vu une annonce dans la presse qui disait qu'il y avait des auditions pour l'École nationale de cirque. Puis j'ai montré ça à ma mère, puis ma mère a dit, ben OK, on va aller voir, on va essayer. Puis après ça, ben c'est ça. J'ai passé les auditions, j'ai été acceptée. Et de fil en aiguille, en fait, euh, c'est devenu de plus en plus sérieux, l'entraînement. Et puis, au bout d'un an, le Cirque du Soleil ont vu qu'il y avait une petite troupe de contorsionnistes qui était là, qui était très intéressante, en quelque part, pour eux. Donc, ils ont mis la main sur nous et puis on est parti en tournée. Donc, je suis partie en tournée dans un quatuor de contorsion quand j'avais 13 ans. Et puis, euh, et puis c'est ça. Donc, j'ai fait beaucoup de cirque, j'ai voyagé beaucoup à un très jeune âge, mais on était très, très encadrés. Tu sais, c'est pas du tout la vie de bohème comme on peut s'imaginer. On avait des entraîneurs, on avait des tuteurs, on avait des professeurs académiques aussi. Donc, tu sais, c'était un horaire super rigoureux, parce qu'on faisait l'école le matin, l'entraînement l'après-midi, les spectacles le soir, et rebelote, l'école le matin, l'entraînement l'après-midi, les spectacles le soir. Donc, beaucoup de discipline quand même à un très jeune âge, beaucoup d'autonomie. Euh, Rencontrer toutes sortes de cultures, découvrir toutes sortes de pays, être entouré de gens qui sont beaucoup plus vieux que moi aussi, en général, euh, je pense que ça a forgé ma personnalité aussi, j'imagine. Euh, Puis c'est drôle ça aussi parce qu'en fait, là, je me retrouve depuis juste quelques années seulement. J'ai toujours été habituée d'être la plus jeune. Donc, j'étais la plus jeune de ma famille, j'étais la plus jeune dans la troupe de cirque, j'étais la plus jeune dans les sept doigts de la main. Puis là, tout d'un coup, je me retrouve à être souvent la plus vieille dans la pièce, tu sais. Puis je trouve ça Mhm. vraiment drôle de ce switch-là de rôle. C'est vrai que c'est une transition. Je pense il y a plus qu'une personne qui m'a parlé de ça, de ce sentiment d'avoir toujours été un peu le petit dernier. Puis là, on arrive dans la quarantaine, puis c'est comme, wow, attends une minute, là. Je suis, c'est moi qui,
qui est la personne en charge ou qui est la Oui, personne la oui. plus senior ici ou qui a le plus d'expérience, alors que ça a clairement pas été comme ça toute notre vie, tu sais. Ouais. J'ai plein de questions parce qu'évidemment, c'est fascinant tout ça, mais on va commencer avec un aspect peut-être plus évident. Comment on devient contorsionniste? Est-ce que tu avais Oui, bien, une prédisposition? absolument, absolument. Je pense que c'est vraiment un 50-50, dans le sens où moi, il y a une photo de moi où j'ai 5-6 ans, je suis assise sur mon lit, puis j'ai un peigne entre les orteils en train de me peigner les cheveux, tu sais. Donc, OK, j'avais déjà une c'est une prédisposition. prédisposition. Après ça, je me souviens très bien des entraînements rigoureux, puis à quel point ma flexibilité s'est décuplée dans les premiers mois d'entraînement avec un coach qui avait c'est ça, de la technique et des méthodes d'entraînement pour vraiment améliorer ma flexibilité. Donc, je pense que c'est vraiment... Je ne suis pas une contorsionniste, c'est comme naturel, entre guillemets. Il y a des gens qui sont vraiment flexibles et c'est pas comme si avec l'entraînement, ils augmentaient vraiment leur flexibilité. Et il y en a qui sont pas flexibles du tout, puis ça prend vraiment de l'entraînement pour être flexible. Moi, j'étais comme un peu au centre de tout ça. Donc, une prédisposition et beaucoup d'entraînement. Wow! Je ne réalisais pas que l'ENA, l'École nationale, excuse, l'ENC, l'École nationale du cirque existait quand, j'ai presque ton âge, quand on était si jeune, puis aussi qui prenait des enfants. Oui, mais c'était récréatif, en fait. Tu sais, en fait, nous, on est sortis de l'École nationale de cirque avant que les programmes ministériels soient vraiment approuvés, puis soient, tu sais, que l'École nationale de cirque, en fait, devienne une école secondaire, puis un cégep. Parce que maintenant, tu peux OK. vraiment faire ton secondaire et ton cégep à l'École nationale de cirque. Nous, on était dans un espèce de programme récréatif où est-ce que, tu sais, le Cirque du Soleil avait emmené une coach de Chine pour leurs contorsionnistes à l'époque, puis ils se sont dit, c'est ridicule de faire venir quelqu'un de Chine puis juste coacher une personne. Fait que là, ils se sont dit, ah ben, on va l'offrir, en fait, aux 10 plus flexibles de toute l'école. Puis après ces 3 mois-là de formation vraiment intensive avec cette coach chinoise, il en restait juste 4. T'sais. On était juste 4 parce que c'était vraiment très rigoureux comme entraînement. Puis tu peux imaginer la différence de mentalité, tu sais, même Oui. en fait, il y a 35 ans, encore plus, mais tu sais, entre la manière de s'entraîner à la chinoise et la manière de s'entraîner à la québécoise, c'était pas tout à fait la même chose. Non, effectivement. Donc c'est ça, tu sais, des 10, on s'est ramassé juste 4, puis après ça, ben, on a comme subventionné nous-mêmes le fait qu'un professeur académique venait nous enseigner à l'école de cirque, dans le sous-sol de l'école de cirque, nos matières académiques pour qu'on puisse être à la même place physiquement, tu sais, pour pouvoir s'entraîner de longues heures après tout ça. Fait que c'était très... c'est les premiers balbutiements là, de l'École nationale de cirque quand on était là. Puis, en fait, Saint-Denis-sur-Richelieu, c'est pas proche du Vieux-Port. C'était Non, tout pas en tout. un engagement familial. Absolument, absolument. Puis, tu sais, à un moment donné, tu sais, je me disais, j'ai demandé à ma mère, mais comment... parce que je me souvenais que je prenais l'autobus scolaire, en fait, pour me rendre à Mont-Saint-Hilaire, parce que de Mont-Saint-Hilaire, il y avait l'autobus de la ville qui nous emmenait au métro Longueuil. Donc, tu sais, nos parents venaient nous rechercher, en tout cas, mes parents ou les parents de Nadine qui habitaient dans le même coin que chez nous, venaient nous rechercher le soir, mais on se rendait là toute seule, tu sais. Donc, à un moment donné, c'est ça, j'ai dit à ma mère, mais comment ça se fait que le chauffeur d'autobus, il nous emmenait jusqu'à la Polybelle, tu sais, puis elle a dit, ben tu l'avais convaincu. J'étais comme, mon Dieu, hey, j'avais de la drive, là, tu sais, la petite de 10 ans qui va parler au chauffeur d'autobus puis qui dit, mais tu sais, on t'arrête, là, de l'école primaire puis t'arrêtes de l'école secondaire, tu pourrais pas juste me prendre, moi, puis m'emmener l'autre bord parce que, tu sais, ça se rallonge pas pantoute, puis tu sais, Je vais pas à Polybelle, mais je vais à l'école secondaire pareil. Mais mon école secondaire, il y a des trapèzes, puis on fait beaucoup de contorsions. C'est-tu correct? c'est ça. Puis il avait dit oui. Fait que moi, j'étais comme, oh mon Dieu, c'est ça. Fait que oui, c'était loin, mais après ça, on est comme déménagé, quand même assez rapidement, on est déménagé à Mont-Saint-Hilaire. OK. Donc c'était plus proche. Ouais, mais plus proche, mais quand même
une bonne ride. Peut-être que la circulation n'était pas tout à fait la même il y a 30 ans là, que c'est Ouais, aujourd'hui, mais quand même, je dois dire que oui, au lieu d'une c'était heure tout un 20 engagement, de... là. Oui, oui, au lieu d'une heure 20 de voiture pour aller là-bas, puis une heure 20 de voiture pour revenir, c'était plutôt un 40 minutes. Ouais, c'est ça. Tu sais, mais c'est quand même du C'est travail pour toute la famille. Mais absolument, comme absolument. tu dis, je suis. C'est drôle hein, quand on y repense, mais qu'il y en ait seulement 4. Est-ce que les autres 3 étaient à peu près du même âge que toi? Oui, oui. OK. Tu sais, c'est gros. C'est pas ce dont. C'est pas ce dont à quoi on s'attend d'un enfant de cet âge-là. En tout cas, certainement pas de Mhm. nos jours. Je sais pas ce que tu. Ma fille a 10 ans, tu sais, puis j'ai plus difficilement imaginer comment ça se passerait. Est-ce que tu penses, mais de toute évidence, ça a changé ton enfance par rapport à tes pères, les autres enfants avec qui tu allais au primaire au début, tu sais? Mhm. Est-ce que c'est quelque chose à quoi tu t'es arrêté pour réfléchir au fil des années? Oui, ben je pense que, tu sais, mon adolescence surtout, tu sais, la jeune adolescence en tournée, tu sais, on n'était que des filles de notre âge. Donc, moi, ça m'a beaucoup manqué, en fait, de pouvoir courtiser des garçons de mon âge, puis, tu sais, le bal de finissant, puis le ci, puis le ça. Puis, tu sais, tu regardes des films comme Sixteen Candles ou je sais pas quoi, puis il y a tout un aspect tellement romantique de l'adolescence que, tu sais, moi, j'ai jamais vécu ça, pas en tout, tu sais, puis Mais tu travaillais. oui, c'est ça, je travaillais, puis j'étais entourée de filles, puis on se faisait du fun, là, c'était vraiment pas une prison, c'était très, très, très enrichissant comme milieu de vie, mais j'ai toujours senti qu'il me manquait comme une partie de mon adolescence, disons, tu sais. Euh, j'ai jamais eu de crise de l'adolescence, tu sais, je veux dire, je me serais rebellée contre qui, tu sais, mes parents étaient comme, ben non, vas-y, vas-y. Puis en fait, c'est ça aussi. Il y a plein de gens qui disaient à ma mère puis à mon père, mais comment vous faites pour laisser votre fille partir à un si jeune âge? Puis eux, ils répondaient juste, ben c'était impossible de l'en empêcher. Tu sais, je me serais retournée contre eux, j'aurais mal viré s'ils m'avaient pas permis de faire ça, tu sais. C'est sûr, là. Puis c'est sûr que c'est ça, c'était pas le cirque, comment on l'appelle, le cirque Barnum, là, tu sais. Je veux dire, c'était. Mm. Vous étiez encadré de façon professionnelle et, enfin, j'ose croire, consciencieuse. Oui, oui, absolument. Mais je suis retombée sur des boîtes, en fait, de fax que notre coach envoyait à nos familles, tu sais. Puis je me disais, mon Dieu, à chaque 3, 4 jours, c'est une page complète de techniquement comment ça se passe, émotivement comment ça se passe, académiquement comment ça se passe. Et j'étais tabarnouche. Je savais pas, moi, que tout ça se passait en quelque part comme sans qu'on le sache, tu sais. Nous, on était, c'est ça, nous, on était dans le travail, mais il y avait tout un réseau de personnes qui s'assuraient qu'on se développait adéquatement. Et tout ça dans l'ombre, tu sais, parce que quand on va à un spectacle comme un spectacle du Cirque du Soleil, comme membre de l'auditoire, tu sais, on voit la surface, on voit les brillants, les costumes, l'éclairage qui nous aveugle littéralement, tu sais, de tout ce qui se passe en arrière-scène pour rendre tout ça possible. En plus, avec des enfants, est-ce qu'il y avait d'autres jeunes comme vous aussi dans... Oui, ben en fait, à l'époque, nous, il y avait quelques jeunes qui étaient en tournée avec nous, qui étaient des enfants des techniciens ou des enfants des cuisiniers. Fait que, tu sais, on avait quand même, on était peut-être 7, 8 enfants en tournée. Euh, OK. Puis, tu sais, pendant les 2 mois de l'été, il y avait plein d'enfants qui venaient voir leurs parents ou qui venaient passer un petit peu de temps avec leurs tantes ou leurs oncles, tu sais. Fait qu'on se retrouvait avec un peu plus de marmaille, disons, dans les 2 mois de vacances d'été, là. Je trouve ça génial. Et puis ça m'enlève le goût de te poser une question que j'allais te poser au début, mais je vais te la poser quand même parce que il n'y a pas beaucoup de gens que j'ai rencontrés qui sont issus d'une famille reconstituée. Hum. Puis ça, c'est peut-être l'aspect plus ordinaire de la vie, mais as-tu l'impression que cet aspect-là de ton enfance a eu quelque impact que ce soit sur ta vie? Oui, ben en fait, mes parents aussi se sont séparés très rapidement après que moi je sois partie en tournée.
Donc, je ne sais pas trop quel aspect. C'est sûr que ben, tout ça a un impact. C'est sûr que tout ça a un impact. Euh, je pense que j'ai. Tu sais, je pense que j'ai bénéficié de beaucoup, beaucoup d'amour, parce que justement, j'étais comme issue d'un deuxième mariage, d'une volonté, tu sais, d'être ensemble. Ma mère n'était pas du tout tombée enceinte trop jeune, ou tu sais, c'était comme ils voulaient, là, c'était comme une célébration de leur amour, là, le fait que je vienne au monde. Puis tu sais, ils étaient très peace and love aussi, mes parents à l'époque, donc... je pense que j'ai bénéficié de beaucoup d'amour et beaucoup de soutien. Je pense plus que mes frères et sœurs, qui étaient, eux, issus de d'autres unions, tu sais. Euh, après ça, je sais pas, j'ai toujours été très, très soutenue, tu sais, de mes parents, mais encore, ouais, vraiment... puis peut-être parce qu'on n'avait pas la garde partagée aussi. Tu sais, moi, j'étais toujours dans la même maisonnée. Donc, il y avait comme un Mhm. effort collectif pour me pousser vers l'avant. Tandis que, tu sais, pour mes frères et ma sœur, il y avait toujours un peu cette perte de momentum-là, disons, quand tu passes d'une semaine chez un, une semaine chez l'autre, ou les week-ends, ou les... Donc, je pense que ça m'a aidé aussi ça a aidé ma lancée en quelque part, là, tu sais, espèce ouais, d'effort collectif dans la même direction, tu sais. Je sais pas si ça fait Complètement. du Ben oui, sens. je vois, non, je vois complètement. Puis j'avais pas pensé à ça, l'aspect, la profonde intentionnalité de ta naissance. Euh, c'est vrai que c'est pas tout le monde qui bénéficie de ça. Je pense que certains d'entre nous, comme tu dis, peut-être nos parents étaient un peu jeunes. Dans d'autres cas, je pense que avoir des enfants, ça allait de soi. Mais bon, effectivement, quand on est un couple reconstitué après des unions précédentes, ça fait en sorte que c'est une décision vraiment très consciente. La Mhm. plupart du temps, j'imagine. On sait comment ça arrive, les bébés rendus à cet âge-là. Ouais. Fait que, il y a plus de chances que si ça nous arrive encore, c'est vraiment un choix. Je trouve Mhm. ça vraiment, vraiment fascinant. Mais donc, on va juste faire un saut temporel vers l'avant avant de revenir à l'histoire. Qu'est-ce qui reste de la petite fille que tu étais dans ta vie d'aujourd'hui? Ben, je te dirais que très honnêtement, là, ça fait quelques mois que j'essaye ardemment de la retrouver, cette petite fille-là, parce que je pense que la pandémie a été très difficile pour moi, d'un point de vue personnel. Puis je trouve que je pense que j'ai une bonne propension au bonheur d'habitude. Tu sais, je suis quelqu'un qui décide de voir la vie du bon côté. Tu sais. Puis je pense que ça s'est comme un peu terni tout ça, tu sais, dans les dernières années. Et puis là, je m'efforce justement à la retrouver, cette petite fille-là qui est pleine de spontanéité, puis de drive, puis qui a pas peur. Tu sais. Je pense que je me suis mis à avoir peur de plein d'affaires que j'avais pas peur avant. Puis là, je sais pas si c'est aussi normal, tu sais, quand on vieillit, d'être plus craintif, tu sais, mais tu sais, mon mari il rit de moi des fois parce que, tu sais, moi, je faisais du tissu aérien dans la fin de ma carrière avec le Cirque du Soleil et tout ça, tu sais. Donc, suspendu à une cheville à 30 pieds dans les airs, tu sais, sans problème, tu sais, un peu daredevil, en quelque part, tu sais. Puis là, je vois mon fils faire du BMX sur la rue, puis j'ai le cœur à l'envers, tu sais. Puis mon mari est comme, mais là, Isa, voyons donc, tu sais. Fait que je pense que je suis devenue craintive, tu sais, oui, parce qu'on vieillit, puis oui, à cause des enfants, puis oui, à cause de toutes les responsabilités là aussi, tu sais, je veux dire, je pense que ça me pèse lourd, toutes ces responsabilités-là, puis j'essaie de voir, tu sais, d'être un peu plus, tu sais, ouais, un peu moins dans la panique de je vais tout perdre ou de j'ai peur qu'une catastrophe arrive, tu sais, Mhm. puis... mais oui, c'est ça. Puis par bride, je la retrouve. Là, la petite fille, tu sais, puis je pense que je suis quand même bonne aussi dans mes échanges humains avec les autres, tu sais, à garder ce côté positif-là. Mais c'est peut-être plus juste comme
de moi-même à moi-même que le côté négatif prend plus le dessus souvent. Avec les autres, ça peut être plus facile qu'avec soi-même. Oui, exactement. Ouais. Ouais. Ce que tu dis, j'ai jamais fait de tissu aérien à 30 pieds dans les airs. Dieu m'en préserve. Mais moi non plus, j'ai jamais eu peur des hauteurs, tu sais, jusqu'à ce que, je pense que c'est quand ma fille a commencé à jouer sur les terrains de jeu, tu sais, puis des fois, il commence à prendre des risques, puis tout ça. Puis pour la première fois de ma vie, j'ai ressenti, tu sais, quand t'as comme une boule dans le ventre qui te dit danger, 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 tu sais, ça m'était jamais arrivé, mais c'était à la regarder sur le bord de tomber, puis elle n'a pas tombé, tu sais. Mais il y a quelque chose dans le fait d'avoir des enfants, effectivement, qui, physiologiquement, je pense, il y a peut-être même, je me demande si ça nous transforme de l'intérieur, là, mais... Ouais, absolument. Moi, quand j'ai peur, maintenant, comme une peur instantanée, ça me fait une décharge électrique. J'ai comme Wow. comme si j'avais c'est ça, une décharge électrique dans le corps, là, ça va partout, jusqu'au bout des orteils, jusqu'au bout des doigts. C'est en 1 milliseconde, ça me fait un choc. C'est très, très étrange. Puis ça t'arrivait pas avant? Pas en tout. Aucunement. Non. Des grosses Quel... peurs, là, ça m'aurait jamais comme... non, c'est bizarre. Est-ce que c'est des peurs plus pour, c'est ça, la peur de tomber, la peur la peur de voir quelqu'un tomber, tu sais, que t'aimes, Ouais. ou c'est des peurs plus, je veux pas dire plates puis adultes, là, mais tu sais, des peurs plus administratives. Ouais. Ben, Est-ce que c'est en les fait, deux? oui, c'est les deux, mais la décharge électrique, c'est la peur plus viscérale, Mhm. tomber, se faire mal, se briser un os. Là, c'est plus les peurs qui arrivent comme en 1 seconde, là, disons, et non pas comme une espèce de cheminement mental qui t'emmène dans une sphère de peur. Là. Ça, Mhm. le choc électrique n'est pas là. C'est plus le nuage noir. L'anxiété versus l'instinct de préservation du corps. Puis je pense qu'il y a peut-être quelque chose là-dedans, effectivement, de... Des fois, je me demande si les enfants, puis peut-être les artistes de cirque aussi, ont cette... tu sais, quand on dort, il y a une hormone, je pense, dans notre cerveau qui Ouais, nous ouais, ouais. empêche de nous lever, tu sais, Ouais, puis de ouais, ouais. bouger, puis tout ça. Puis je me demande si on a le même genre de truc où on voit, la plupart des gens en santé, tu sais, voient les dangers. Puis je me demande si il n'y a pas pour certaines personnes soit un gène ou un mécanisme que tout simplement, ils ne voient pas ces choses-là, tu sais. Fait que ça les inquiète pas. Est-ce Ouais, que tu ça se penses peut que c'est très bien. vrai? Est-ce que tu penses Ça que se tu peut avais très bien. ça ou... Il y a une piste là-dedans, c'est sûr. Bon, peut-être que c'est un critère de sélection involontaire pour ce genre de carrière-là. Mais parlons pour transitionner. Avant, je vais te demander une petite question. Donc, tu as mentionné au début ton fils, ton conjoint, tes collègues de travail. Comment, comment décrirais-tu ta communauté aujourd'hui? Qui est-ce qui t'entoure? Qui est-ce qui est significatif pour toi? Ben, je suis très, très proche de mon frère Thierry, que tu connais d'ailleurs. On est voisins presque. On habite à un coin de rue. Son fils est presque toujours rendu chez nous. C'est mon deuxième fils. C'est pratiquement le frère de mon fils. Euh, et puis, sinon, ben, j'ai des amis proches. En fait, je suis restée quand même très proche des autres filles de mon quatuor de contorsion. Donc, c'est vraiment des amis de longue date sur lesquels je peux compter jour et nuit, puis vice-versa. Euh, Sinon, il y a quand même les doigts aussi, tu sais, les 6 autres doigts qui ont fondé qui l'accompagnaient avec moi. On a passé à travers beaucoup d'épreuves ensemble, puis, tu sais, on peut compter les uns sur les autres. C'est plus que des collègues de travail, définitivement plus que des collègues de travail. Puis en fait, à la base même, la plupart d'entre eux étaient déjà mes amis avant qu'on fonde la compagnie. Donc, c'est un miracle aussi qu'on ait pu faire perdurer cette amitié à travers vents et marées, parce que c'est pas facile d'être dans un mariage à 6 personnes, tu sais, à 7 Ouais. personnes. Mm. Je me demande si le fait de dépendre autant, parce que tu sais, les grandes amitiés sont souvent forgées dans les défis, et même dans la peur ou dans la crainte ou dans
dans les moments charnières de notre existence, tu sais. Puis je me demande si le fait d'avoir tant été connecté, même pour ta sécurité, tu sais, Mhm. à tes collègues, augmente la profondeur de ces relations-là. J'ai l'impression qu'il y a comme une grande chance d'avoir Mhm. pu développer ça. Est-ce que tu Oui, je penses pense que que... oui. Je pense que, tu sais, je pense que c'est vraiment particulier. Puis c'est vraiment, moi, je trouve qu'on le sent beaucoup dans les arts du cirque en général, cette espèce de fratrie-là qui est comme, euh, comment je dirais, qui est vraiment profonde. Tu sais, il y a comme quelque chose du fait que tu partages la scène avec quelqu'un, puis que souvent, littéralement, là, pas du tout métaphoriquement, mais tu mets ta vie dans les mains des autres, tu sais, tu te grimpes dessus, les autres tiennent la corde à laquelle tu es suspendu, tu sais, tout ça fait en sorte que tu as une espèce de profond respect et de profond sens de la codépendance, tu sais, les uns les autres, puis de ce besoin-là de l'autre pour exister, tu sais. Fait que tu sais, moi, j'ai grandi dans ce milieu-là, donc la plupart de mes amitiés sont issues de cette espèce de schème-là, tu sais, des arts du cirque, qui est inhérent aux arts du cirque, je crois, tu sais. Fait que je suis privilégiée, tu sais, d'avoir des amis, justement, aussi, ouais, aussi profondes, des amitiés aussi profondes que ça. Ça me fait spontanément penser à l'armée, tu sais, mais dans une Ouais, d'une manière beaucoup plus belle, mais c'est le ouais, un même peu plus genre. poétique. Oui, n'est-ce ben, il y a souvent beaucoup de poésie à voir dans les conflits militaires, tu sais, mais euh, plus pacifique certainement, tu sais, d'avoir, mais c'est ça, ta vie dans les mains, effectivement, des autres. L'autre personne est tout ce qui te prévient, qui t'empêche de t'écrapour au sol, Mhm. dans certains cas, tu sais. Euh, Est-ce qu'à l'inverse, je spécule, là, mais est-ce que ça se peut, est-ce que ça arrive qu'il y a eu des relations qui ont pas pu arriver justement parce que cette confiance-là s'établissait pas? Tu sais? Est-ce que ça c'est arrivé qu'il y a des gens avec qui tu n'as pas pu travailler ou avec qui ça aurait été difficile? On veut pas de nom, là, mais tu sais, parce que justement cette connexion-là se faisait pas. Euh, oui, sûrement, mais en ce moment, là, je veux dire, moi, j'ai eu la chance, je pense, de travailler dans des groupes avec des gens que je respectais beaucoup. Euh, et je veux dire, en proximité, là. Tu sais, c'est sûr que sur une cinquantaine d'artistes, mettons, sur un spectacle du Cirque du Soleil, il y en a toujours deux, trois qui a aucune connivence, que, tu sais, mais ça a toujours été pas des gens avec qui je travaillais très, très proche, tu sais, de manière très Mhm. proche. Ok. Fait que j'ai été chanceuse pour ça, ouais. C'est probablement, je pense que les gens sont probablement sélectionnés en conséquence aussi, tu sais. Parce que tu Oui, veux ben, tu que sais, la nous, chimie soit là, là. absolument, tu sais, puis souvent, tu sais, nous, on reçoit des fois des groupes d'élèves des écoles nationales de cirque et tout ça qui viennent visiter les studios, puis on leur fait des petites conférences, on leur parle de tu sais, ce qui nous attire, en fait, vers un tel artiste ou un tel autre. Puis souvent, c'est ça, c'est est-ce que c'est agréable de travailler avec toi? Est-ce que tu es un Mhm. team player? Parce que si c'est pas le cas, ben on veut pas travailler avec toi. T'as beau avoir la meilleure technique au monde, si t'es un trou de cul, ben tu vas rester chez vous, c'est tout, là. Oui, effectivement. Ben, c'est ça. Il n'y a pas y a pas vraiment de place pour des trop grands égaux dans ce contexte-là. Hmm. Faut juste J'aimerais le bon size d'ego. Ouais, voilà. Faut avoir assez confiance en soi pour être capable de monter sur les planches, mais pas trop pour Hmm. écœurer le peuple, tu sais. Exact, exact. c'est c'est un équilibre. Euh, ben parlons des choix. J'aimerais qu'on fasse un petit tour d'horizon pour toi. Ce qui te vient à l'esprit comme étant important, est-ce qu'il y a des choix grands ou petits que tu as faits qui ont eu une influence particulièrement importante sur ta vie, sur la trajectoire que tu as eue, des choix, dans certains cas peut-être qui ont été faits par d'autres, des choix que tu n'as pas faits et qui ont quand même eu des conséquences. Tout
toute catégorie confondue, je t'écoute. Wow. Oui, ben les premiers choix qui me viennent en tête là, c'est à l'époque où on allait fonder les Sept Doigts de la Main. En fait, moi, j'étais en couple avec un gars en Hollande. J'habitais sur sa péniche, puis j'étais comme entre deux tournées du Cirque du Soleil. Tu sais, un peu à me laisser aller là où le vent me menait, mettons. Puis j'ai reçu un coup de fil, c'est ça, d'un ami, donc de Samuel, qui est un des cofondateurs des Sept Doigts aussi, qui me disait, OK, tu sais, le projet dont on se parlait l'été passé et tout ça, ça serait vraiment là que ça se passerait, là. Fait que t'es-tu in ou pas, tu sais? Puis là, j'en avais parlé avec mon copain de l'époque, puis lui, il m'avait dit, il faut absolument que tu le fasses, parce que si tu le fais pas, tu vas le regretter toute ta vie. T'sais, peu importe si ça fonctionne ou ça fonctionne pas, faut que tu y ailles, tu sais. Fait que, tu sais, je pense que ça, c'était un choix que j'ai fait qui était vraiment un choix conscient, en fait, tu sais, de me dire, OK, c'est pas pour moi tout de suite la vie de housewife en Hollande sur une péniche, là. J'ai encore quelque chose à dire, puis, tu sais, j'étais jeune quand même, tu sais, j'avais 26 ans quand on a fondé les Sept Doigts, mais j'avais déjà, tu sais, j'étais déjà sur le milieu du travail, là, sur le marché du travail depuis l'âge de 13 ans. Donc, tu sais, j'avais peut-être l'impression que ma carrière, elle finissait, tu sais. Mais non, en fait, c'était juste le début d'un autre chapitre, tu sais. Fait que ça, c'est ouais, définitivement un gros choix. Ensuite de ça, il y a eu le choix aussi parce que une fois qu'on a fondé la compagnie, on a acheté une espèce de gros couvent, tout le monde ensemble, puis tranquillement, au fur et à mesure, on a séparé les lots, on s'est fait des maisons distinctes et tout ça. Puis, il y a 5 ans maintenant, moi, j'ai vendu ma part et je suis déménagée à Longueuil. Donc, il y a eu cette espèce de session-là aussi, tu sais, de, d'être toujours dans la même gang, tu sais, 24 heures sur 24, à travailler les mêmes projets, à être amis ensemble, à habiter, tu sais, la porte d'à côté toujours. Donc ça a été un choix aussi, je pense, conscient de prendre un peu plus de distance pour me trouver moi aussi, parce que moi, je sais que j'ai une personnalité qui cherche toujours à trouver le dénominateur commun dans un groupe ou je suis souvent entre l'arbre et l'écorce où je fais souvent l'effet de colle un peu, tu sais, dans un groupe. Je suis un peu la modératrice ou l'avocat du diable ou je sais pas quoi, tu sais. Donc, j'avais comme besoin d'un petit peu prendre mes distances par rapport aux sept doigts pour me retrouver moi-même. Euh, donc, ça, c'est un autre choix que j'ai fait consciemment qui m'a emmené, tu sais, un peu plus euh, je sais pas, un peu plus de clarté par rapport à qui je suis moi, puis qu'est-ce que j'ai envie moi, parce que j'arrive vraiment facilement à me perdre dans le consensus, disons. D'être toujours cet intermédiaire-là. Mm. Comment, quand on est... Bon, tu l'as dit au début, vous étiez un groupe de 4, les 4 contorsionnistes. Ta destinée était à beaucoup d'égards attachée à celle de tes collègues. Puis c'est probablement le cas à certains égards avec la situation avec les 7 doigts aujourd'hui. Tu m'en dis plus là-dessus, mais je vois comme une tension de cette idée-là de prendre des décisions toute seule. Est-ce que tu pouvais même prendre des décisions toute seule parce que... ou est-ce que les décisions des autres, forcément, avaient un impact sur toi aussi? Tu sais, comment cette dynamique-là du soi puis du non-soi se jouait pour toi? Ben, moi, en fait, c'est ça. Le quatuor s'est terminé vraiment pas parce que moi, je voulais que ça se termine. Il y en a une des 4 voulait faire carrière solo, l'autre voulait retourner à l'École nationale de théâtre, l'autre, sa mère était très malade et voulait rentrer à la maison pour prendre soin de sa mère. Donc, moi, je me suis retrouvée vraiment comme toute seule, en fait, à vouloir continuer cette aventure-là à 4. Et puis, de fil en aiguille, en fait, je suis devenue soliste au Cirque du Soleil. J'ai trouvé une autre discipline
on a continué de m'engager, même si j'avais plus mes comparses, ce qui était vraiment bien quand même pour moi. Mais je me suis retrouvée dans une job de soliste que la plupart des gens voudraient, en fait, rêveraient d'être soliste au Cirque du Soleil. Et moi, j'en avais rien à cirer. Je voulais pas du tout être toute seule, en fait. Ma gang me manquait. Je trouvais ça difficile de trouver la motivation de m'entraîner, de continuer à m'améliorer et tout, tu sais. Puis c'est sûr que j'ai vécu quand même des belles années, puis c'est glorieux. C'est pas glorieux, mais c'est glorifying, tu sais. C'est une belle reconnaissance, en fait, tu sais, d'avoir fait ces 3 années-là en tant que soliste. Mais j'ai besoin de toujours me confronter aux autres. Moi, j'existe parce que les autres sont là, puis qui m'aident à avancer, puis j'ai besoin de parler, j'ai besoin d'échanger, j'ai besoin de confronter mes idées. C'est ça. Puis, tu sais, je sais que c'est pas toujours... tu sais, l'idéal, en fait, ce serait de trouver l'espèce d'équilibre entre, justement, être capable de faire mon propre petit bout de chemin tout seul dans mon fort intérieur, puis après ça, peut-être de le partager avec les autres. Puis j'essaye, c'est ça, je travaille là-dessus, tu sais, tranquillement, d'essayer de comprendre de plus en plus de quoi j'ai envie moi-même, de quoi j'ai peur moi-même, de quoi à quoi j'aspire, tu sais, qu'est-ce qui m'allume, qu'est-ce qui m'inspire, sans trop être poreuse, tu sais, par rapport à l'opinion des autres ou aux envies des autres, tu sais. Mais c'est vraiment un défi pour moi, ça. Ben, c'est un équilibre. Je pense qu'on peut chercher tout au long de la vie parce que l'autre extrême n'est pas mieux nécessairement, tu sais. Prendre tes décisions toujours tout seul sans n'avoir rien à cirer de l'opinion des autres, c'est pas nécessairement mieux, tu sais. Mais je trouve ça absolument, absolument fascinant parce que ça t'as vraiment une perspective de vie qui est complètement différente de je pense, la plupart des gens de notre âge, là. Puis je me demande aussi, tu sais, tu l'as dit, la carrière dans le Cirque du Soleil, tu étais rendu soliste. Je suis sûre que tu aurais pu continuer. Je voyais, il y a pas longtemps, j'ai vu cet été le Danseur du Feu que j'avais vu à Montréal il y a 20 ans. Tu sais. C'est pas impossible d'avoir des carrières très longues dans le cirque. Et puis le Cirque du Soleil, c'est pas une mauvaise place pour travailler, paraît-il. Qu'est-ce qui fait en sorte que tu dis « Hey, je vais faire le saut, puis je vais partir ma propre gang avec 6 autres fous ». Qu'est-ce qui est assez différent ou assez attirant pour te dire « Je vais faire quelque chose de complètement différent ». Ben, pas complètement différent, mais bon. Oui, non, absolument. Ben, c'était quand même pas pire complètement différent. Vous partiez de rien, tu sais, comparé à l'établissement du Cirque du Soleil, tu sais. Absolument. Puis, tu sais, ça n'a pas été facile non plus dans les premières années parce que, justement, tout le monde nous disait un collectif, ça ne marchera jamais, vous avez besoin d'un metteur en scène, vous avez besoin d'un directeur, vous avez besoin de, tu sais, une personne qui a une vision. Puis nous, on nous disait non, c'est pas ça qu'on veut. On veut faire une courte pointe, on veut faire un métissage, on veut être cette tête pensante, on veut... Tu sais, ce collectif-là était très, très important pour nous, tu sais. Mais je sais... Tu sais, je pense que souvent, tu sais, en entrevue, on dit, ben, on a beaucoup été interprète. Tu sais, pour le Cirque du Soleil, j'étais interprète. Donc, il y avait la vision d'un metteur en scène, il y avait c'est ça, la musique qui avait déjà été composée par tu sais, on était, c'est ça, des interprètes. Et puis, bref, en fondant notre propre compagnie, mais on devenait nous-mêmes nos propres créateurs. Donc, on pouvait se mettre en scène. On pouvait, tu sais, puis veux pas, au bout de 5, 10, 15 ans de carrière, ben, tu emmagasines des idées, des fantasmes, des inspirations, puis tu as peut-être envie de les mettre en scène, justement. Donc, moi, il y avait 3, 4 affaires qui me trottaient dans la tête. Et puis, c'était la même chose pour les 7 d'entre nous. Donc, tu sais, mettre ces 3, 4 affaires qui trottent dans la tête bout à bout de ces 7 personnes-là, puis tu as un spectacle complètement flyé, éclectique et nouveau, tu sais. Donc, puis je pense qu'au niveau du développement du cirque contemporain aussi, il y avait un beau momentum. Tu sais, le Cirque du Soleil venait de mettre la table vraiment pour que le public, le grand public, ait une fin, tu sais, de ce genre de cette nouvelle forme d'art-là, tu sais, qui était plus populaire que
disons, la danse contemporaine ou quelque chose comme ça. Puis là, on était comme prêts, justement, à le pousser encore plus loin, ce nouveau format-là. Fait que je me suis un peu perdue, en fait, dans la réponse, là, mais... Non, non, mais tu me réponds très bien. Il y avait un appétit du public. Donc, ça... Je pense que, quand tu dis « vous étiez les interprètes », ça définit tout. Je pense qu'il y a des gens qui sont probablement confortables d'être des interprètes à long terme. Peut-être qu'ils trouvent leur espace d'autonomie ailleurs. Mais ça me semble effectivement être une raison puissante pour faire ce genre de... Est-ce qu'il a fallu que tu quittes le Cirque du Soleil à ce moment-là? Est-ce que ça faisait partie de... Non, en fait, on a fondé la compagnie. On a fait un 6 mois de travail sur la compagnie. On a créé notre premier spectacle et tout ça. Puis en fait, on a tellement investi de notre temps et de notre argent pour créer ce premier spectacle-là qu'on s'était donné donc un 6 mois de congé des 7 doigts de la main après pour retourner au Cirque du Soleil ou dans les cabarets en Allemagne ou tout ça pour remplir les coffres, nos propres coffres personnels. Donc, puis après ça, en fait, on a réalisé aussi à quel point, tu sais, les 7 doigts de la main, ça avait été un grand succès au premier spectacle. Donc, on s'est dit, OK, bon, ben, on fait un autre 6 mois, puis après ça, on se lance à temps plein dans l'aventure des 7 doigts de la main. J'aime ça. Mais je pense, en tout cas, j'ai vu, je pense, votre premier spectacle, parce que ton frère m'avait dit d'aller voir ça. Puis, en tout cas, moi, je suis une fan finie. Là, toutes les fois que vous venez à Vancouver, je manque pas ça. C'est vrai qu'il y a un appétit pour le cirque, mais aussi pour des approches différentes, moins... je ne vais pas dire moins élaborées, parce que c'est élaboré pareil, mais pardon? Ben moins pailleté, moins fantastique. Oui, voilà. Tu sais, pour nous, c'est vraiment ça. L'idée, c'était de faire en sorte que monsieur, madame, tout le monde puisse se voir eux-mêmes dans le spectacle et non pas de voir des créatures surhumaines ou des créatures fantastiques faire des exploits surhumains. Et pour nous, c'était non, justement, de faire ressortir l'extraordinaire de l'ordinaire. Tu sais, de se dire, tout le monde, tu sais, oui, de parler de thèmes qui sont... Oui, du quotidien, qui sont proches aux gens, même si c'est des thèmes qui sont peut-être existentialistes ou... qui posent des grandes questions, mais c'est des thèmes très, très humains, tu sais, très universels. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te faisait peur à ce moment-là, quand vous avez pris la décision de vous essayer? C'était quoi les peurs que tu avais? On a parlé des aspirations, tout ce que vous t'espérais que ce serait, mais est-ce qu'il y a quelque chose les peurs, je pense que c'est que le show soit pas bon, là, tu sais, ça c'est sûr. Le doute de tout créateur où tu te dis, mais tu sais, j'ai trop le nez dedans, moi je le vois plus pantoute ce qu'on fait, puis tu sais, c'est peut-être vraiment pas bon. Mais là, tu sais, quand même rapidement après, la critique avait été super bonne, il n'y avait pas de souci à ce niveau-là. Puis après ça, je pense que dans le temps, c'est aussi, tu sais, ma plus grande peur, c'est d'arriver à maintenir en quelque part l'espèce de cohésion, tu sais, à l'interne, nous, entre nous six, entre toutes ces têtes... Ben, je dis 6 maintenant parce qu'il y en a une qui a quitté il y a déjà plusieurs années, en fait, qui a décidé de retourner à l'école, de faire ses études en ostéopathie, puis justement, elle gradue là, en ce moment. Fait que c'est pour ça que des fois, je switch de 6 à 7 selon l'époque à laquelle je parle. Mais c'est ça, je pense que, tu sais, c'est ça le plus gros défi, c'est d'arriver à faire avancer autant les visions individuelles que les visions collectives. Tu sais, on dit toujours que on est plus fort ensemble. Tu sais, you want to go far, no, you want to go fast, go alone. You want to go far, go all together. Ouais. Fait que c'est ça le plus grand défi pour moi. Tu sais. Je suis sûre que quelqu'un vous l'a déjà dit, mais 7 doigts dans une main, ça fait beaucoup, tu sais. Effectivement, je peux imaginer que garder la cohésion... tu as mentionné que c'était un collectif, donc vous avez un mode de décision collectif. Est-ce que c'est comme ça que vous fonctionnez? Oui, c'est rare qu'on passe au vote. Vraiment, la plupart du temps, on est plus dans le consensus. Puis de se dire aussi, ben tu sais, you win some, you lose some. Tu sais, des fois, si tu n'as pas d'arguments qui vont qui vont convaincre tout le monde, tu sais, on est beaucoup dans le dialogue, en fait, tu sais.
oui, c'est quelque chose de démocratique, là, si on veut. Là, à certains moments, on vote, mais c'est très rare qu'on vote. On est plus dans la discussion puis dans le consensuel que dans le... ouais. Je trouve que tout ça, ton mode de travail, c'est une excellente préparation au mariage et à la vie de famille. Est-ce que j'ai raison, tu penses? Ben, je pense que n'importe quelle relation, tu sais, je pense qu'il y a quelque chose de très holistique, là, en quelque part, dans les arts du cirque, où j'ai l'impression que c'est ça, les frontières entre le travail, l'amitié, la vie professionnelle, la vie personnelle, c'est un peu tout tissé ensemble, tu sais. Puis je pense que c'est pas une mauvaise chose en soi, tu sais, de voir que c'est tout, on est tous des vases communicants. Moi, en tout cas, moi, j'ai de la misère dans mon domaine à moi de se dire, OK, ben je fais du 9 à 5. Tu sais, c'est Ben pas non, possible. Tu sais, on non. est dans un domaine créatif aussi. Les idées, t'es là dans la douche, tu sais, t'es là en beurrant tes toasts, t'es là... Non, mais c'est ça. Tu peux pas switcher on-off, tu sais. Fait que dans cette optique-là aussi, ben c'est la même chose pour les amitiés, c'est la même chose pour l'inspiration, c'est la même chose pour les peurs, puis le soutien, puis être là quand ça va mal, puis, tu sais. As-tu rencontré ton conjoint dans le cadre de la vie de cirque? Ouais. Oui, Pour vrai, c'était, évidemment. oui, il est venu, en fait, quand on a commencé la compagnie. C'était un ami de deux des doigts. Mhm. Puis quand on a fondé la compagnie, eux, tu sais, on était pas mal tout seuls. Thierry était là aussi au début pour nous aider un peu à nous organiser administrativement, etc. Euh, mais même avant ça, en fait, quand on créait notre premier spectacle, on avait besoin de main-d'œuvre, on avait besoin de gréeurs, on avait besoin d'un infographe, on avait besoin de ci, ça. Puis mon mari fait pas mal de choses. Tu sais, il y a plusieurs cordes à son arc. Donc, spontanément, ces deux personnes-là ont dit, ben, hey, il faudrait vraiment que Pete il vienne nous aider parce que il va être capable de faire plein d'affaires. Puis là, Il ben, est on s'est agile de ses rencontrés mains. comme ça. Oui, oui, très agile de ses mains. Là. Il travaille en ce moment dans la construction. Hein. Mais oui, c'est ça. Il fait plein de choses. Donc, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Est-ce qu'on peut parler du choix d'avoir un enfant? Je sais que pour plusieurs athlètes, c'est certainement une Ouais. question qui se pose. Est-ce que c'est quelque chose à quoi tu as pensé? Est-ce que ça allait de soi pour toi qu'un jour tu serais une maman? Oui, je pense que oui. Moi, puis, tu sais, étant jeune, en fait, je voulais vraiment une grosse famille, là, parce que moi, je trouvais ça tellement le fun qu'on soit quatre enfants, puis que, tu sais, il y avait tout le temps du monde chez nous. Je me voyais vraiment dans une famille beaucoup plus nombreuse. Là, mon fils, c'est un fils unique, en fait. Et puis, ça a été très difficile d'avoir un enfant avec mon conjoint. Ça nous a pris plusieurs années. Finalement, on s'est retrouvés en procréation assistée. Euh, c'est ça. Donc, ça a été tout- toute une aventure. Euh, puis, euh, tu sais, je pense que si on s'y était pris plus tôt, peut-être qu'il y en aurait eu un deuxième, mais en même temps, je suis pas certaine. Je trouve que c'est beaucoup de travail être une maman. Mhm. Eh oui. Puis, puis je préfère essayer d'être une meilleure maman à un qu'une maman un peu plus fatiguée à deux. Sage décision, effectivement. Mais donc à ta minute, là, je fais des maths vite, vite. Tu avais 37, 38 quand il est né? Est-ce que c'est ça? Euh, Ouais, ouais, quelque chose comme ça, ouais. Je suis tellement pas bonne ouais. avec les chiffres, mais là, oui, c'est ça. 46, ouais, 38, Ouais, 37. ok. Ouais. Fait que, ben, c'est sûr que j'ai des amis qui ont eu des enfants un petit peu plus vieux, qui ont commencé à peu près à cet âge-là, puis qui ont continué. Puis effectivement, je pense qu'on rencontre la fatigue un peu plus rapidement, en tout cas, que quand on était dans la vingtaine, semble-t-il. Ouais, oui, Est-ce ça qu'il y a d'autres m'apparaît très choix logique. auxquels tu penses? Oui, ben oui, c'est comme ça. Est-ce qu'il y a d'autres choix auxquels tu penses, des choix peut-être que tu n'as pas fait, que tu regrettes Euh, même? Non, mais je pense que là, en ce moment, moi, tu sais, comme je disais, je suis une des plus, ben, la plus jeune des sept doigts. Les autres se sont vraiment affranchis comme des metteurs en scène.
Parce que, tu sais, là, tu sais, on a beau avoir été un collectif et avoir parti la machine vraiment à 7 têtes, c'est sûr que maintenant, les projets sont démultipliés, donc c'est très rare qu'on se retrouve les 7 sur le même projet. Donc, on est souvent plus en tandem ou en solo. Moi, j'ai de la misère encore à voler de mes propres ailes puis à vraiment m'affranchir de ce rôle-là de metteur en scène et non pas de co-metteur en scène ou de co-directrice artistique. Fait que, tu sais, ça, je pense que c'est un choix que j'ai l'impression que je devrais faire, euh, mais, mais je suis comme pas prête à le faire encore. Je sais pas. Mais il y a quelque chose qui... c'est ça. Il y a quelque chose de unresolved là-dedans. Mhm. Ouais. Mm. Peut-être pour la prochaine entrevue, on s'en reparlera. C'est ça. Quand tu vas faire le podcast de la cinquantaine. Ouais, la cinquantaine, je pense pas que je vais être capable, mais on parle de la soixantaine régulièrement. Je sais pas si on va encore avoir des podcasts à ce moment-là. On a dit la version holographique, peut-être. Oui, c'est ça. C'est à suivre. Mais non, moi, c'est correct. Tu sais, moi, je trouve que la beauté de la quarantaine qu'on a, notre génération, entre autres, c'est qu'on a cette opportunité-là que, à plusieurs égards, n'était pas vraiment disponible pour nos parents, puis certainement pas pour nos grands-parents, de se redéfinir, de se redécouvrir, de changer de direction dans la quarantaine. Tu sais, c'est pas quelque chose qui était nécessairement possible, là, définitivement. Tu sais, je pense que la quarantaine avant, c'était déjà être pas mal vieux, tu sais, si on se rendait à 46. Fait que moi, je trouve ça le fun que tu penses à peut-être faire ces changements-là, mais t'es peut-être pas rendu, tu sais. Why not? Ouais, ouais. Ta plus grande fierté? Je pense que, ben, je sais pas si c'est la plus grande, parce que c'est sûr que, tu sais, mon fils, je l'aime vraiment beaucoup, puis je le trouve pas mal hot comme être humain. Mais j'y suis pas, c'est ça, j'y suis qu'un certain pourcentage me revienne à ça, là. C'est pas toute moi pantoute, là. Mais ma plus grande fierté, je pense que c'est beaucoup relié au travail, puis c'est beaucoup... Tu sais, moi, ça me rend fière, en fait, de venir ici au Studio des Sept Doigts, puis d'avoir comme une cinquantaine d'employés à temps plein qui exercent, tu sais, même s'ils sont pas forcément 50 artistes de cirque, c'est des gens qui travaillent quand même pour la culture. C'est des gens qui travaillent, euh, c'est C'est ça. des artisans, des créateurs, Ben, des artisans. oui, mais même si c'est des gens, tu sais, on a des gens qui travaillent à l'administration, à la comptabilité, là, mais de trouver, je sais pas, je trouve que ça me fait Ils ne vraiment travaillent pas à couper des plaisir. arbres. Tu sais. Non, non, ils ne travaillent pas à couper des arbres, exactement. Puis tu sais, je pense qu'on a, en tout cas, Ils créent du bonheur. Ils participent à la création de bonheur. à quelque chose de très magique. D'émerveillement, Tu sais, ouais. de très magique, de très essentiel. Je pense que tu sais, c'est difficilement quantifiable, en fait, l'impact de ce qu'on fait. Mais moi, j'y crois énormément. Tu sais, puis je pense que c'est important de voir ces œuvres-là avec ces corps qui défient les lois de la gravité, avec cette poésie, la musique, tu sais, l'espèce de métissage de toutes les formes d'art que sont maintenant les arts du cirque contemporain. Tu sais, je pense que, ouais, en tout cas, moi, j'y crois beaucoup à ce baume-là, tu sais, à cette espèce d'agent soudain aussi, tu sais, c'est quelque chose qui nous relie les uns les autres, tu sais, dans un langage non verbal ou, tu sais, en tout cas, pour plein de raisons. C'est fondamental, c'est viscéral. Moi, je suis parfaitement d'accord. Tu sais, j'ai zéro fibre de cirque en moi. Ne me retrouverais jamais dans une scène, ni par le passé, ni dans mon avenir. Mais comme membre de l'auditoire, tu sais, je le sens, ça. Dans le cirque, que je ressens pas autant. Tu sais, je veux dire, j'aime un concert de musique, par exemple, tu sais, mais il y a vraiment... C'est un art total. L'art du cirque, je pense. Ouais. Moi aussi, je pense. Qui Je prêche un peu pour ma paroisse, mais bon. Ah non, mais moi, j'encourage tout le monde, si vous ne sont pas déjà
donner le bonheur de voir des performances de cirque contemporain. Là, c'est vraiment l'émerveillement, tu sais, de voir tout ce dont les humains sont capables, mais pas juste, c'est ça, pas juste la prouesse physique de wow in your face, tu sais, mais comme tu dis, la poésie, je trouve ça magnifique. Prière de continuer, je t'en prie, vous faites bien ça. Ouais, cool. Moi, je trouve ça le fun. Comme charnière, pour parler d'avenir, en approchant de la conclusion, je dois soulever la question du corps. On l'a mentionné un peu, mais bon, ton corps a été un grand outil de travail pour toi, une grande partie de ton expression créative. Comment ça se passe quand on vieillit, qu'on est dans la quarantaine, dans ta situation? Ben, oui, c'est une très bonne question. C'est ça, moi, j'ai été vraiment habituée à vibrer, mettons, tu sais, dans mon corps et avec mon corps depuis un très jeune âge. Puis je pense que, tu sais, c'est sûrement un amalgame là, de choses, dont la maternité, tu sais, la perte de contrôle de son corps pendant la maternité, parce que, Ah mon oui. Dieu, que ça n'a pas de bon sens, cette affaire-là, tu sais. C'est quoi la bébite qui me pousse par C'est en dedans? fou! Puis Et puis moi, mon bébé était énorme, puis tu sais, je suis petite quand même, tu sais, je fais 5 pieds 4, puis en tout cas, d'être enceinte, je pesais un gros 100 livres, tu sais, ouf! très petite, puis j'avais un bébé de 10 livres, tu sais, c'était Ouais, comme, ta ça, grossesse, c'était 20 à 30% de ta personne, tu sais. c'était incroyable, tu sais, c'est vraiment fou comment c'est ça, ça m'a comme déconnecté en fait du contrôle ou de la résonance que j'avais l'habitude d'avoir avec mon corps. Puis après ça, oui, je me suis remis en forme, j'ai refait un peu de spectacle et tout, mais jamais au niveau que j'avais avant. Puis après ça, ben oui, tu sais, c'est la couleur de la peau qui s'affaisse, je sais pas, ben tout, tu sais, le corps qui vieillit. Euh, Puis tranquillement, je le réapprivoise, ce corps-là. Tu sais, j'ai pas fini de vibrer avec ce corps-là encore, mais c'est, ouais, c'est comme un apprivoisement, en fait. Tu sais, on dirait que j'ai été comme pendant quelques années vraiment plus déconnectée de mon corps. Puis là, justement, dans le travail que je fais en ce moment, où j'essaie de comprendre qu'est-ce que je veux, qui je suis, où je vais, tout ça. Il y a aussi ce désir-là de me reconnecter d'une nouvelle manière, mais de me reconnecter aussi avec mon corps. Tu sais, fait que ce soit avec le yoga ou de la course à pied ou de la danse aussi, où tu sais, j'ai pas besoin de m'entraîner à justement faire du tissu aérien puis me suspendre à 30 pieds dans les airs par une cheville. Pour vibrer, tu sais, je peux faire autre chose aussi qui m'épanouissent, tu sais. Mais oui, c'est pas anodin. C'est vraiment pas anodin, c'est tout ce qui se passe de ce côté-là. Tu as utilisé le mot apprivoisement, puis je suis vraiment contente que tu aies dit ce mot-là parce que moi, je pensais à la dimension du deuil, mais j'aime cette idée-là parce qu'il y a peut-être un deuil de certaines habiletés ou certaines capacités, tu sais, mais en même temps, j'aime cette idée-là que ton corps a des nouveaux super-pouvoirs aussi que tu savais peut-être pas. Oui, c'est ça. Il faut juste continuer dans la découverte, en fait. Puis c'est beaucoup moins dans la performance. Je veux dire, c'est plus dans la performance du tout, là. C'est pas... Mais c'est dans le ressenti, c'est ce véhicule-là quand même. Tu sais, oui, c'est ça. Si je suis assise dans une pièce avec quelqu'un, bien, mon véhicule pour être assise dans cette pièce-là avec ces gens-là, bien, c'est mon corps. Tu sais, donc, il faut que je me reconnecte à ça aussi, tu sais. Comment envisages-tu le reste de ta vie? Je m'excuse de la question gigantesque, mais comment vois-tu les 20, 30, 40 prochaines années dans ton corps, dans ta vie? Ben, je les imagine plein de défis encore. Je les imagine, j'espère, plein de douceur aussi. Je pense que je suis dans un travail qui est introspectif en ce moment, que j'ai vraiment envie de continuer. J'ai comme envie de pousser
à me découvrir, à continuer de me découvrir. Tu sais, puis tu sais, je pense que j'avais beaucoup de culot, en fait, quand j'étais plus jeune. Puis à un moment donné, je pense que j'ai perdu un peu ce culot-là ou cette... comment je dirais, donc? Il y a comme une expression quasiment négative, là, tu sais, avoir du front tout autour de la tête, là, tu sais. Ouais, mais il y a quoi là-dedans de... Oui, mais c'est ça, mais de trouver, Ça en prend. la bonne dose, tu sais, comme... J'aimerais ça retrouver un peu plus de guts, tu sais. Puis je pense que pour y arriver, ben il faut que je fasse face à certaines choses, que je fasse certains choix. Puis c'est ça, je sens pas ça du tout stagnant, le futur. Je pense que justement, il y a quelque chose qui est en ébullition, là, tu sais, en ce moment, puis qui va, je sais pas, faire cuire les pâtes, là. Vous aviez pas un show qui s'appelait Histoire de cuisine? Ouais, Cuisine et confession, oui, c'est ça. Cuisine et confession, voilà. Histoire de cuisine, je pense que c'est une pièce de théâtre, mais Cuisine et confession. J'ai envie de dire, je sais pas pourquoi, mais en t'écoutant, j'ai pensé, ben il faut que tu t'assumes. Mm-hmm. Est-ce que ça résonne? Oui, oui, oui. Je pense que tu sais, souvent, en fait, moi, je vais prendre la place quand le terrain est libre, tu sais. Mais la réalité, c'est que le terrain, il est souvent pas libre, tu sais. Faut s'assumer, puis il faut prendre sa place, tu sais. Moi, c'est un peu ça mon défi, je pense, dans les prochains mois, dans les prochaines années, c'est tu sais, d'être un peu plus fonceuse, tu sais, puis sans être arrogante, tu sais, parce que je pense que ça me sied pas, là. Ouais, de pas attendre que, tu sais, la rivière, attends, mais j'ai comme une image dans la tête, là, justement, où, tu sais, la rivière, elle coule tout le temps, Mm-hmm. tu sais, puis, mais ouais, c'est ça, faut se lancer plus. Voilà, même dans l'eau froide. Ouais. 2 petites questions pour finir. Elles sont petites. Premièrement, est-ce que tu as des craintes par rapport à l'avenir? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'empêche de dormir ou qui te... Quand tu penses à l'avenir au long terme, est-ce qu'il y a quelque chose qui te surlupine, qui te gosse, qui t'inquiète? Oui, mais je pense que tu sais, c'est très généralisé, tu sais, c'est comment bien éduquer mon fils pour qu'il devienne un mâle intéressant et non pas un mâle toxique. Comment, je sais pas, comment essayer d'aider la planète le plus possible pour que les prochaines générations ils soient pas ensevelis de toute la marde des dernières générations. C'est ça, c'est des grandes questions là, qui me préoccupent. Puis, tu sais, comment aussi essayer d'arriver, moi, à être une meilleure personne, parce que ça part de là aussi, là, je pense que ça part souvent de soi, puis après ça émane vers l'extérieur. Si on essaie de changer des choses externes, je pense qu'on perd peut-être un peu en tout cas, selon Comme moi. on dit, be the change you want to see in the world, n'est-ce pas? Oui, oui. Et qu'est-ce qui te donne de l'espoir? Qu'est-ce qui t'énergise pour continuer vers l'avenir? Ben, des échanges, des conversations comme celles qu'on a en ce moment, comme parler avec mes amis, prendre le temps de converser vraiment, et pas juste de la pluie et du beau temps, mais tu sais, de parler de où on veut cheminer. Exactement, des vraies affaires, tu sais, de où on veut cheminer, puis d'essayer de s'entraider, tu sais, de se connaître, de se donner des cues, puis des tips, puis t'as-tu essayé ça? T'as-tu fait ci? Ce que tu me dis là, ça me fait penser à telle affaire, tu sais, moi, ça me porte beaucoup, tu sais. Ça me nourrit beaucoup, ces échanges-là. Merci d'avoir passé cette heure avec nous pour réagir à ce 21e épisode de la quarantaine ou pour me suggérer le nom d'une personne à interviewer. Il me reste encore quelques places.
Visitez-moi sur Instagram, laquarantaine.balado, ou encore écrivez-moi à bonjour@laquarantaine-balado.com. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner et de revenir la semaine prochaine pour une autre conversation.